Nous ne comprenons pas toujours nos réactions émotionnelles. Parfois, elles nous handicapent, elles nous pourrissent la vie, ou au contraire, elles peuvent être un tremplin pour notre intelligence relationnelle et émotionnelle. Tu as envie de mieux comprendre comment tu fonctionnes et surtout avoir la main, reprendre la main pour modifier certains aspects qui te pourrissent la vie. Eh bien, je t'invite à me rejoindre ce mois-ci. Nous allons être accompagnés du scientifique diplômé de Harvard, Richard Davidson, et nous inspirer de son livre Les profils émotionnels pour mieux nous comprendre et agir. Je me suis intéressée à ce livre parce que l'auteur est un scientifique qui a passé 30 ans de sa vie à décortiquer quels pouvaient être les enjeux émotionnels et à créer ainsi des types émotionnels d'une grande clarté. Ce que j'aime, c'est qu'il ne nous enferme pas dans des cases comme le seraient des profils de personnalité, mais il nous donne des indicateurs, 6 indicateurs exactement, sur lesquels nous pouvons nous situer. Il dit que quel que soit ce que l'on trouve, si nous nous sentons à l'aise avec notre profil émotionnel, eh bien, il n'y a rien à changer. Par contre, en observant ces différents facteurs, si on sent qu'il y a quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui nous empêche d'avoir accès à quelque chose qui est important pour nous, alors là, nous avons les moyens de faire évoluer ce profil émotionnel qui, au départ, a été construit en fonction de notre adaptation à notre environnement dans l'enfance. Nous allons aujourd'hui observer quels sont les 6 critères sur lesquels se base le professeur Richard Davidson. Il y a, comme vous pouvez le voir à l'écran, 6 éléments qui définissent les profils émotionnels. C'est écrit en vert: la résilience, la perspective, l'intuition sociale, la conscience de soi, la sensibilité au contexte et l'attention. Nous allons nous rapprocher des 6 pour comprendre leurs enjeux et vous permettre de vous situer sur l'axe entre le plus et le moins. La résilience est reliée à la durée de rétention émotionnelle. Les deux extrêmes vont être je récupère rapidement ou je récupère lentement. Si je récupère rapidement, je vais très rapidement oublier les contrariétés de la vie. Si je récupère lentement, je vais rester connecté aux émotions négatives, ressasser mes pensées pendant très longtemps après l'événement déclencheur. Ces deux extrêmes peuvent avoir des effets pervers, des difficultés. Il est très évident que si je récupère lentement, je vais avoir des difficultés à avancer, je vais rester très connecté à mes émotions négatives et donc je vais me sentir mal. Mais si je récupère rapidement, cela peut avoir l'effet de manquer de motivation face aux défis parce que finalement rien ne m'atteint et je ne vais pas forcément prendre la mesure de mes échecs. Alors pour savoir où vous vous situez sur cette ligne de résilience, posez-vous la question. Vous arrivez le matin, la machine à café, c'est cassé, ça ne vous donne pas le café que vous espériez, dont vous aviez besoin. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous dites, bon là là, bon, c'est pas grave, je verrai à la cantine à midi, je me prendrai un café en cours de route? Ou est-ce que vous êtes en train de dire, oh là là, voilà, ça y est, c'est la journée est pourrie, elle démarre mal, et pendant toute la matinée, vous allez être là en train de vous dire, ouais, voilà, mais j'ai pas eu mon café, donc du coup, je vais pas bien, etc. Si par exemple vous vous faites doubler pour une promotion, vous êtes quasiment sûr d'avoir l'augmentation ou le poste et quelqu'un, peut-être même de moins compétent que vous passe sous le nez. Est-ce que vous allez rapidement philosopher, vous dire que c'est pas grave, ou au contraire vous allez vous ressasser en permanence dans votre tête que ce n'est pas juste? Si vous allez au restaurant avec votre conjoint, vous vous attendiez à passer une super soirée, à manger des mets raffinés dans un superbe endroit. Vous arrivez, la décoration n'est pas au rendez-vous, les plats arrivent froids, ils sont insipides. Quel impact ça va avoir sur votre soirée avec votre conjoint? Est-ce que vous allez rapidement dire, bon ben tant pis, le restaurant ça s'est mal passé, mais c'est pas grave, on va aller au cinéma, on va rentrer à la maison, on va faire l'amour? Ou alors est-ce que cet événement du restaurant va vous gâcher la vie, vous n'allez plus avoir envie d'aller au cinéma, vous allez rentrer, vous allez avoir fatigué, vous allez vous coucher? Pareil si le chauffe-eau tombe en panne, ou si vous avez un désaccord avec quelqu'un qui est important. Est-ce que vous allez rester connecté à vos émotions négatives ou est-ce que vous allez rapidement shifter, changer? Le deuxième élément est celui de la perspective. Il est relié à l'avenir. Aux deux extrêmes, la vision de la vie positive, la vision de la vie négative.
Avez-vous la capacité à conserver les émotions positives lorsqu'elles arrivent dans votre journée? Ou est-ce qu'au contraire, la joie et les plaisirs durent vraiment très peu et s'éteignent très rapidement? Si vous n'arrivez pas à connecter, à rester connecté aux émotions positives, il peut y avoir un handicap au niveau vraiment des ressentis physiques, une impossibilité à ressentir, à vous laisser accueillir et immerger pleinement dans ce que procure la joie et le plaisir. Et ça peut entraîner des addictions et des dépressions. A contrario, la capacité à conserver les émotions positives peut vous mettre dans une attitude un petit peu positiviste qui vous empêche de voir les signaux d'alarme nécessaires évidemment pour prendre les bonnes décisions. Où vous situez-vous sur cette ligne de la perspective? Est-ce que lorsque vous avez une obligation, comme par exemple devoir aller à une assemblée générale, où vous allez devoir voir plein de monde, est-ce que c'est terrible pour vous, vous êtes persuadé que vous allez vous ennuyer? Ou est-ce que, puisque c'est une obligation, vous voyez les choses du bon côté et vous allez essayer de passer un bon moment, de créer de nouveaux contacts, de faire en sorte que les choses se passent bien? Est-ce que vous avez plutôt tendance à voir ce qui fonctionne ou ce qu'il y a à améliorer chez une personne? Si vous pensez à un truc positif, le matin en vous levant, par exemple, le soir, vous allez revoir votre fils qui est parti en colonie. Est-ce que ça va vous laisser dans une attitude positive toute la journée ou est-ce que très rapidement, vous allez oublier cette connexion et ressasser, revenir sur les problèmes de la journée? Est-ce que vous vous ennuyez facilement? Tout ça sont des indicateurs qui vous permettent de sentir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'élément perspective. Par rapport à l'élément intuition sociale, les deux extrêmes vont être d'être socialement intuitif ou d'être perplexe. Au bout de la perplexité, il y a ce qu'on peut appeler l'autisme social, qui n'est pas forcément la maladie, mais un comportement autistique où on n'arrive pas à prendre en compte ce que pensent, ce que ressentent, ce que vivent les autres. Comment savoir si vous êtes socialement intuitif? Eh bien, vous allez rapidement et facilement déchiffrer les autres, se rendre compte de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent. Si vous êtes au contraire perplexe, ça va être difficile de connecter et de vous adapter avec les autres. Quelles sont les questions à se poser? Est-ce que vous êtes attentif aux expressions des gens avec qui vous parlez? Est-ce que, au restaurant, vous préférez vous mettre en face ou à côté des gens avec qui vous avez vraiment envie d'avoir une conversation importante? Quand quelqu'un a un problème, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes en train de vous demander si vous allez l'aider ou ne pas l'aider? Est-ce que vous allez aller vers lui ou ne pas aller vers lui? Par exemple, votre adolescent, vous savez, avec une déception amoureuse. Est-ce que vous allez prendre le temps de sentir si il a envie que vous alliez lui parler pour qu'il se décharge, qu'il se confie à vous, ou est-ce que vous prenez le temps de ressentir s'il a peut-être juste envie d'être seul et que ce n'est pas le moment d'en parler? Est-ce que globalement, vous aimez observer les gens? L'élément conscience de soi est plus un décodage interne. Les deux extrêmes vont être la conscience de soi ou le fait d'être opaque à soi-même. Ce qui fait que nous sommes conscients de nous-mêmes, c'est que nous sommes à l'écoute des messages du corps, de nos pensées, de nos sentiments. Tout cela va être la base de ce qu'on appelle l'empathie. Mais, poussé à l'extrême, on parle d'hypersensibilité où les sensations peuvent être tellement perçues avec acuité qu'elles peuvent même faire mal physiquement. On peut se laisser emporter dans une perception émotionnelle qui peut vraiment nous handicaper. C'est ce qu'on appelle communément le fait d'être une éponge émotionnelle. On voit que donc, quand on parle d'hyper-émotivité un petit peu maladive, eh bien on voit directement la corrélation avec cette capacité à être tellement conscient de ce qui se passe en nous que cela nous submerge. À savoir que
Très généralement, quand on développe une grande conscience de soi, on va avoir du coup plus facilement à avoir la conscience de l'autre, de ce qui se passe en lui. À l'autre extrême, il y a vraiment besoin d'une grande intensité ou d'une grande longueur dans le temps pour sentir ce qui se passe en soi. Ce n'est pas tout à fait du déni, mais c'est juste une forme de déconnexion du ressenti. Dans ce cas-là, les personnes vont avoir du mal à se comprendre. Elles vont même être étonnées qu'on leur dise « Oh, mais tu es en colère aujourd'hui ?» Elles vont dire « Non, je ne suis pas en colère. » Mais au moment où on leur dit ça, elles vont se rendre compte qu'en fait, effectivement, elles le sont. Mais c'est l'autre qui le voit avant elle-même. Quelles sont les questions à vous poser? Quand vous pétez les plombs, ça nous arrive tous, des fois en fin de journée, est-ce que vous arrivez à avoir conscience que ce n'est pas forcément parce que votre enfant ne mange pas les brocolis que vous avez cuisinés que vous avez une grande émotion? Et que vous prenez conscience que c'est surtout parce que votre patron, justement, vous a préféré une collègue de travail à votre place sur un projet qui vous tenait à cœur, qui fait que du coup, votre émotion est à fleur de peau depuis la fin de l'après-midi et que le brocoli est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Est-ce que c'est OK pour vous de ne rien faire? Ne rien faire, en général, nous permet de sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Est-ce que vous êtes tout simplement à l'aise avec votre corps? Est-ce que vous aimez être à son écoute? Et est-ce que vous niez les comportements et les émotions? Est-ce que vous avez tendance à dire mais non, c'est pas moi, non, mais je ne ressens pas, non, mais c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que vous remettez en cause ce que les autres disent de vous. La sensibilité au contexte, c'est la capacité à comprendre les codes sociaux. Nous allons ainsi être ou connectés au contexte ou déconnectés du contexte. Quand on est connecté, on est adapté aux conventions sociales. Lorsqu'on est déconnecté, on va souvent avoir des comportements qui sont inadaptés, voire même choquants pour l'entourage et pour ceux qui sont connectés au contexte. Le négatif d'une trop grande adaptation sociale, évidemment, ça va être la conformité. Mais la déconnexion fait que notre présence va être stressante pour les autres. Si au mariage de votre meilleur ami, une personne déconnectée du contexte vient révéler au moment du banquet d'honneur qu'il a couché avec la mariée juste avant qu'elle se marie, bah, il est évident que ça ne respecte pas les conventions sociales qui est qu'on ne parle pas de certaines choses le jour du mariage. Donc, il va y avoir une mauvaise adaptation sociale et on peut être rejeté ou tout simplement stressant pour les autres. Quelles sont les questions à vous poser? Est-ce que vous changez facilement de comportement selon avec qui vous êtes? Est-ce que vous adaptez par exemple le son de votre voix en fonction de l'endroit où vous êtes? Ou est-ce que, au contraire, vous avez tendance à commettre des bourdes? Est-ce que, par exemple, vous allez raconter une blague un petit peu salace à votre meilleur ami le matin et la redire à la réunion avec le PDG le soir? Tout ça vous permet de sentir si vous êtes connecté ou non au contexte et au code de manière intuitive et facile. Enfin, le dernier paramètre est l'attention. Vous allez être ou concentré ou non concentré facilement. Du côté pôle concentré, vous allez développer ou une attention sélective ou une attention réceptive sans jugement, c'est-à-dire une analyse en fait de tous les éléments qui peuvent s'observer dans l'environnement sans forcément y prêter un jugement, mais qui va vous permettre de faire une sélection. Quand on est très concentré, on va très facilement faire abstraction de ce qui ne nous intéresse pas. En général, ça nous donne une capacité à la distance émotionnelle. Alors que, lorsque nous ne sommes pas concentrés, nous allons tout le temps être distraits par toutes les sollicitations, notamment les sollicitations qui sont des émotions, les émotions des autres, ou qui nous procurent à nous des émotions. Évidemment, ça va souvent nous ralentir dans nos projets, parce que nous allons décrocher très facilement de ce que nous sommes en train de faire, et nous allons devenir dépendants du contexte.
Quelles sont les questions à se poser? Est-ce que par exemple, vous savez zoomer sur un bruit plus faible dans une réunion? C'est-à-dire, vous n'êtes pas forcément à l'écoute de ce que dit la personne qui anime la réunion, mais votre oreille peut se laisser tranquillement happer par vos deux collègues de travail à gauche qui sont en train de faire une réflexion. Est-ce que vous pouvez travailler dans le bruit sans que ça vous dérange réellement? Ou alors, si vous êtes perturbé émotionnellement, est-ce que vous allez avoir du mal à vous remettre à la tâche? Vous êtes par exemple en train d'écrire un dossier, quelqu'un vous interpelle, ça vous énerve, et il va vous falloir un bon temps avant de réussir à vous reconcentrer et à retrouver là où vous en étiez sur votre travail. Est-ce que très souvent, il y a plein de pensées dans votre tête qui se chevauchent, sans cohérence, sans fil directeur, qui vous emmènent dans différents univers et qui font qu'à la fin, vous vous sentez complètement perdu? Voilà ce qui va vous permettre de répondre à où est-ce que j'en suis sur la ligne de l'attention. Voilà les 6 éléments qui nous permettent déjà de réfléchir à comment nous fonctionnons au niveau émotionnel. Si vous avez envie d'avoir les 10 questions précises que Richard Davidson nous propose pour déterminer entre 0 et 10 où est-ce qu'on en est pour chacun des éléments, eh bien mettez-moi en commentaire sous la vidéo « Oui, je le veux » et indiquez-moi votre adresse mail et je vous la transmettrai. Vous pouvez aussi me joindre sur Facebook, sur Messenger et m'envoyer un petit message privé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour commencer à voir comment on peut modifier notre profil émotionnel pour le stabiliser et nous permettre d'être beaucoup plus serein. D'ici là, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, commentez, soutenez mon travail si cela contribue à votre bien-être et à votre avancée sur votre chemin de vie. À très vite.